tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal BIA. Nous sommes aujourd'hui à l'Aéroclub de l'Hérault pour aborder un nouveau point du domaine 3 du programme de l'examen du BIA, les commandes de vol. Il s'agit de comprendre le rôle des gouvernes et comment nous allons pouvoir contrôler un aéronef autour des 3 axes en tangage, en lacet et en roulis. Bonne émission à tous. Voici le plan de cette émission. Tout d'abord, nous définirons les 3 axes de rotation de l'avion. Puis, nous étudierons les conséquences aérodynamiques du braquage d'une gouverne. Nous pourrons ensuite étudier le mouvement de l'avion autour des 3 axes. Nous aborderons succinctement la liaison entre les commandes de vol et les gouvernes dans le cas d'un avion d'aéroclub. Et enfin, nous nous poserons la question pourquoi les gouvernes sont placées aux extrémités de l'avion. Comme d'habitude, vous retrouverez un Need to Know et quelques questions d'entraînement à l'examen du BIA. Nous vous proposons également 2 émissions complémentaires à cette étude. Tout d'abord, la liaison entre les commandes de vol et les gouvernes dans le cas d'un avion de ligne. Et enfin, le rôle du compensateur sur un avion. Un avion peut être mis en rotation autour de 3 axes. Benoît, si je te passe ta maquette, tu peux nous les décrire? Alors, quels sont ces 3 axes d'évolution? D'abord, parlons de l'axe qui passe par le nez de l'avion, le long du fuselage et la queue de l'avion, qui permettra de faire évoluer l'avion de cette façon-là, que l'on appellera le roulis. Roulis à gauche, roulis à droite. Sur cet avion, vous pouvez vous imaginer l'axe de roulis qui rentre par la casserole d'hélice, qui suit le fuselage jusqu'à l'extrémité de l'avion. Un autre axe perpendiculaire à l'axe de roulis, que l'on appellera l'axe de tangage, qui permettra de faire soit monter l'avion, soit descendre l'avion. On parlera alors d'assiette à cabré ou d'assiette à piqué. L'axe de tangage qui passe ici, au niveau des ailes de l'avion. Vous pouvez imaginer l'axe de tangage qui part d'une extrémité de l'aile jusqu'à l'autre extrémité. Dernier axe d'évolution de l'avion qui permet de générer ce mouvement-là, qui s'appelle l'axe de lacet et qui passe ici, de cette façon-là. Vous pouvez imaginer l'axe de lacet matérialisé par ce manche de balai vertical, axe qui est perpendiculaire à l'axe de tangage et à l'axe de roulis. Alors, pour résumer, nous avons donc 3 axes autour de l'avion, l'axe de roulis, l'axe de tangage et l'axe de lacet. Ces 3 axes se rejoignent à un même point qui s'appellera le centre de gravité de l'avion. Alors sur un avion, on retrouve des parties mobiles à 3 endroits différents. Les ailerons, aux extrémités des ailes près des buclés, et sur les empennages verticales, ici la gouverne de direction, et sur l'empennage horizontal, ici la gouverne de profondeur. On va pouvoir considérer l'empennage vertical et l'empennage horizontal comme une petite aile, avec un bord d'attaque ici plus épais que le bord de fuite, 2 surfaces bombées de chaque côté, et pour l'empennage horizontal, le bord d'attaque ici plus épais que le bord de fuite, avec aussi des surfaces bombées au-dessus et en dessous. Il s'agit maintenant de comprendre qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on va actionner une partie mobile de l'aéronef. Lorsque le pilote agit sur une commande. Prenons l'exemple du manche pour actionner les ailerons. Que se passe-t-il d'un point de vue aérodynamique lorsque cet aileron est braqué vers le bas ou braqué vers le haut ou lorsqu'il se trouve en position neutre? Dominique, tu peux nous expliquer? Pour comprendre le rôle du braquage d'une partie mobile d'un avion, nous sommes retournés à l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse, dans le laboratoire aérodynamique et aérotechnique où Pascal Dobtin nous attend. Nous tenons à remercier l'ENAC et plus particulièrement Anne-Henrique et Pascal Dobtin pour leur accueil et le temps passé avec nous pour réaliser ces expériences en soufflerie. Si vous vous rappelez l'expérience qui a été réalisée en soufflerie dans l'émission sur la sustentation E18,
on avait réussi à établir la répartition des pressions autour d'une maquette d'aile de profil symétrique. Aujourd'hui, on va réaliser le même type d'expérience, mais sur un profil dont on va pouvoir modifier la cambrure à l'aide d'une partie mobile située au niveau du bord de fuite. On va donc mesurer la répartition des pressions autour de ce profil cambré pour différentes incidences. Puis, à l'aide de l'ordinateur, déterminer pour chaque répartition de pression le coefficient de portance. L'idée est de comparer la portance de ce profil cambré par rapport à la portance du profil symétrique. Donc là, je suis à 0 degré et je mets en route la soufflerie. Donc vous voyez, on est à incidence 0 et il y a une différence entre l'extrado et l'intrado. C'est dû à la forme du nouveau profil qui a une cambrure positive. Donc cette fois-ci, contrairement au profil symétrique, à incidence 0, on a déjà une portance. Je passe à 4 degrés. Donc en fait, on va avoir les mêmes phénomènes, mais augmentés au niveau de l'extrado et des surpressions au niveau de l'intrado. Donc on attend que ça se stabilise et je passe à 8 degrés. Voilà, je suis à 8 degrés. Et donc on a beaucoup plus de dépression par rapport à P0. Et là on va voir le phénomène de décrochage. Donc là vous voyez exactement pareil que pour le profil symétrique, on a le phénomène de décrochage. Vous voyez que l'écoulement est turbulent, il y a des vibrations. Et on recolle les filets d'air en diminuant l'incidence en dessous de l'incidence de décrochage. À l'issue de ces expériences, on a tracé pour les deux profils de maquette d'aile la courbe qui donne le coefficient de portance en fonction de l'angle d'incidence. La courbe en bleu correspond au profil symétrique de la maquette d'aile étudiée dans l'émission E18. La courbe en rouge correspond à l'augmentation de la cambrure du profil initialement symétrique par braquage d'une partie mobile. On constate que pour une incidence donnée, la portance augmente avec la cambrure du profil. On comprend maintenant les conséquences aérodynamiques du braquage d'une gouverne. Lorsque la gouverne n'est pas sollicitée, l'écoulement de l'air autour du profil est celui que l'on retrouve dans le cas de l'étude de l'écoulement de l'air autour d'une aile, voire l'émission E18. Si le profil est symétrique, l'écoulement de l'air est identique à l'extrado et à l'intrado. Alors la portance et la traînée induite sont nulles. La gouverne n'a alors aucune action aérodynamique particulière. Lorsqu'on braque une gouverne, on augmente la cambrure du profil. Ceci a pour conséquence de créer un extrado plus bombé qui provoque alors l'apparition ou l'augmentation d'une portance et d'une traînée induite suite à l'accélération des filets d'air côté extrado et de la dépression qui en résulte. On a résumé sur cette diapositive l'effet du braquage de toutes les gouvernes sur un aéronef. Si l'aileron est braqué vers le bas, la partie la plus bombée est située au-dessus. Il y a donc apparition d'une portance dirigée vers le haut. Si l'aileron est braqué vers le haut, la partie la plus bombée est située en dessous. Il y a donc apparition d'une portance dirigée vers le bas. On parle aussi de déportance. Si la gouverne est braquée vers le bas, la partie la plus bombée est située au-dessus. Il y a donc apparition d'une portance dirigée vers le haut. Si la gouverne est braquée vers le haut,
La partie la plus bombée se situe en dessous. Il y a donc apparition d'une portance dirigée vers le bas. On parle aussi de déportance. Si la gouverne de direction est braquée à gauche, la partie la plus bombée se situe à droite et il y a apparition d'une portance du côté droit. Si la gouverne est braquée à droite, la partie la plus bombée se situe à gauche et il y a création d'une portance du côté gauche. Pour agir sur les gouvernes d'un avion, le pilote va disposer de deux types de commandes. Tout d'abord, le manche, le voici, qui va pouvoir être poussé en avant, tiré en arrière, mis vers la droite, mis vers la gauche. Et nous verrons dans quelques instants quelles sont les actions sur les gouvernes concernées. Ensuite, nous avons deux pédales qu'on appelle les palonniers et on va pouvoir pousser palonnier à gauche, palonnier à droite. Et là encore, nous allons agir sur une gouverne en particulier à l'aide de ces palonniers. Alors je vous propose maintenant de voir comment évolue notre avion autour de ces trois axes. Et pour ça, mettons-nous à la place du pilote. Imaginons que le pilote veuille incliner l'avion vers la droite. Pour ça, il met du manche à droite. La conséquence de son action est que l'aileron de l'aile droite se lève, l'aileron de l'aile gauche se baisse. Cela a pour effet de diminuer la portance sur l'aile droite, d'augmenter la portance sur l'aile gauche, et donc l'avion tourne autour de l'axe de roulis sur la droite. Pour revenir à gauche, le pilote met du manche à gauche. La conséquence de son action est que l'aileron de l'aile gauche se lève, l'aileron de l'aile droite se baisse, la portance de l'aile gauche diminue, la portance de l'aile droite augmente, et l'avion tourne autour de l'axe de roulis, cette fois-ci vers la gauche. Sur ces images, vous pouvez voir l'action du manche à droite ou du manche à gauche sur les ailerons droits et les ailerons gauche situés en extrémité d'aile au niveau du bord de fuite. Alors voyons maintenant comment un avion évolue autour de l'axe de tangage. Si le pilote tire sur le manche, la conséquence de son action est que la gouverne de profondeur s'élève. La portance sur le plan fixe horizontal diminue, ce qui a pour effet de faire enfoncer légèrement l'arrière de l'avion et de générer une assiette à cabrer dans notre appareil. Par opposition, le pilote pousse sur le manche. La conséquence de son action est que la gouverne de profondeur descend. Cette fois-ci, la portance sur le plan fixe horizontal augmente. L'effet est que la partie arrière de l'avion, cette fois-ci, va s'élever et donc, ça va générer sur l'avion et sur l'appareil une assiette, cette fois-ci, à piquer. Sur ces images, vous pouvez voir l'action du manche en avant ou en arrière sur la gouverne de profondeur. Alors nous allons nous intéresser maintenant à l'évolution de l'avion autour de son axe de lacet. Cette fois-ci, la gouverne de direction est commandée par des palonniers. Comme le nom l'indique, les palonniers sont commandés par les pieds du pilote. Si le pilote appuie sur le palonnier droit avec son pied droit, la gouverne de direction s'incline vers la droite, ce qui a pour effet de faire tourner autour de l'axe de lacet l'appareil sur la droite. Si le pilote appuie avec son pied gauche sur le palonnier gauche, la gouverne de direction s'incline vers la gauche, et ce qui a pour effet de faire tourner l'avion autour de l'axe de lacet, cette fois-ci sur la gauche. Nicolas, tu peux nous expliquer pourquoi lorsque la gouverne de direction part à droite, le nez est orienté vers la droite? Nous avons vu tout à l'heure que le profil associé à cet empennage était plutôt symétrique. Ça veut dire que si je suis ici au neutre, eh bien, a priori, les filets d'air vont aller aussi vite d'un côté que de l'autre. Et donc, il n'y aura pas de portance engendrée. Si maintenant, je braque la gouverne de direction dans un sens ou dans l'autre, vous voyez qu'on va modifier le profil initialement symétrique en modifiant la courbure de celui-ci. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si par exemple, je prends l'exemple ici d'un braquage de la gouverne de direction à droite en mettant du palonnier à droite, je vais avoir un profil qui aura plutôt cette forme-là. Eh bien, tout se passe comme si on avait une aile, avec maintenant une accélération des filets d'air de ce côté, qui va créer une aspiration de l'avion dans ce sens-là. Et donc, si je reprends ma maquette ici, lorsque je vais mettre du pied à droite,
je vais braquer notre gouverne comme ceci. Et donc, l'avion, comme il y a une force qui va être générée dans ce sens, va avoir tendance à pivoter autour de son axe de lacet comme ceci. Et donc, le nez va partir à droite. De même, si je mets du palonnier à gauche, la gouverne de direction va partir à gauche. Ce coup-ci, l'accélération des filets d'air se fera de l'autre côté. Et donc, l'aspiration se fera dans ce sens-là. Et donc, l'avion, son nez pivotera vers la gauche. Nous avons la chance de nous trouver dans l'atelier mécanique de l'aéroclub de l'Hérault pour observer ces jonctions entre les commandes de vol et les parties mobiles de cet avion. Commençons par étudier la jonction entre les palonniers et la gouverne de direction. Nous utilisons un schéma qui est issu du manuel d'entretien de l'avion qui est en anglais. Vous remarquez que cette jonction se fait par l'intermédiaire de câbles et de poulies. Concernant la jonction entre la gouverne de profondeur et le manche que l'on actionne d'avant en arrière, celle-ci se fait par l'intermédiaire d'une tringlerie. Il s'agit de tubes creux reliés les uns aux autres. La jonction entre le manche et les ailerons, manche que l'on déplace latéralement de droite à gauche ou de gauche à droite, se fait également par l'intermédiaire d'une tringlerie. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un dernier point. Vous avez sans doute remarqué que les parties mobiles d'un avion sont des petites surfaces. Ici, c'est le cas des ailerons par rapport à la surface des ailes. Leur braquage permet de créer une déportance ou une portance locale de faible intensité. Mais malgré tout, ils peuvent quand même mettre l'avion en rotation autour de l'un de ces trois axes. Comment l'expliquer ? C'est le fait que même si la force est faible, le bras de levier est très important. Et donc, le moment de cette force portance ou déportance est important et peut faire tourner l'avion. Ça tourne. Exactement, Dominique. Et pour bien comprendre ce que tu viens de nous expliquer, je vous propose que l'on réalise une expérience très simple que vous pourrez faire vous-même à la maison pour mettre en évidence le rôle de ce qu'on appelle le bras de levier. Qu'est-ce que c'est le bras de levier? Eh bien, c'est tout simplement la distance qui sépare l'axe de rotation que l'on considère et le point d'application de la force que l'on va exercer. Vous avez une porte et une poignée. L'objectif, ça va être d'ouvrir la porte avec la poignée, ce que vous faites tous les jours, mais moi, je vais le faire avec le petit doigt. Et dans un premier temps, je me dis, est-ce que je suis capable d'ouvrir cette porte en appuyant sur la poignée à ce niveau-là, c'est-à-dire très proche de l'axe de rotation de la poignée de porte qui est perpendiculaire ici à la porte. J'essaie. Et je force, mais je n'y arrive pas. Et ça me fait mal. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose à l'extrémité de la poignée. Regardez comme c'est facile. Dominique, tu m'expliques ? Alors Nicolas, pour comprendre ce qui se passe dans l'expérience, on a besoin d'introduire le moment d'une force par rapport à un axe de rotation. Cette grandeur, en effet, le moment, quantifie l'effet d'une force sur un solide capable de tourner autour d'un axe. Par définition, la valeur du moment m d'une force orthogonale à un axe de rotation est le produit de la valeur de la force F par la distance D, appelée aussi bras de levier, entre le point d'application de cette force et l'axe de rotation. Comme vous le voyez, dans la formule, le moment est le produit de la force par la distance. Alors dans cette formule, F, c'est la force exprimée en newton, D, c'est le bras de levier exprimé en mètres, et le moment M est exprimé en newton-mètre. Merci Dominique. Revenons à l'expérience que nous avons réalisée. Vous avez sous les yeux la modélisation des deux situations représentées ici, où on a fait figurer les deux forces F1 et F2 et les deux bras de levier D1 et D2. Remarquez que F2 est plus grand que F1 parce que j'ai dû exercer une force plus intense quand j'étais proche de l'axe de rotation de la poignée de porte pour essayer de l'ouvrir. Je peux exprimer le moment de la force dans chacune des situations, donc M1 égale F1 que multiplie D1 le bras de levier et M2 égale F2 D2. Pour avoir le même effet de rotation de la poignée de porte,
Mathématiquement, il faut l'égalité des moments. M1 égale M2. Or, le bras de levier D2 est inférieur au bras de levier D1, donc la force F2 à appliquer est plus grande que la force F1. C'est bien ce que l'on a observé dans l'expérience. Effectivement, Dominique, on comprend maintenant pourquoi, sur un avion, les parties mobiles sont le plus éloignées possible des axes de rotation de l'avion. Ainsi, on a un grand bras de levier et un moment de force important pour mettre en rotation l'avion. Concernant l'essentiel à retenir, il faut connaître le nom des 3 axes de rotation autour desquels l'avion peut évoluer, roulis, tangage, lacet. Ces 3 axes passent par un point appelé centre de gravité de l'avion. Connaître le nom et l'emplacement des gouvernes sur l'avion. Une gouverne étant une surface mobile située sur certains éléments de structure, comme la voilure et les empennages, permettant de modifier la portance locale pour modifier l'attitude de l'avion. Comprendre comment l'avion est mis en mouvement grâce aux gouvernes actionnées par les commandes de vol, le manche et les palonniers. Pour terminer cette émission, je vous propose quelques questions issues des annales du BIA. Sur la figure 1 ci-contre, les axes Z, X, Y représentent A. Z lacet, X roulis, Y tangage. B. Z roulis, X tangage, Y lacet. C. Z lacet, X tangage, Y roulis. D. Z tangage, X roulis, Y lacet. La bonne réponse est la A. Z est l'axe de lacet, X est l'axe de roulis, Y est l'axe de tangage. Si vous avez des difficultés, reportez-vous au début de l'émission. Pour effectuer une rotation autour de l'axe Z, il faut actionner A. les ailerons, B. la gouverne de profondeur, C. la gouverne de direction, D. les volets. La bonne réponse est la réponse C. La gouverne de direction, c'est la partie mobile située sur l'empennage vertical à l'arrière de l'avion. La gouverne de profondeur agit sur A. le roulis, B. le lacet, C. le roulis et le lacet simultanément, D. le tangage. La bonne réponse est la D. La gouverne de profondeur agit sur le tangage. La gouverne de profondeur de l'avion, représentée ci-dessus, se lève. Cela signifie que A. le pilote pousse le manche, B. le pilote tire sur le manche, C. le pilote met le manche à gauche, D. le pilote met le manche à droite. La bonne réponse est la B. Le pilote tire sur le manche. En effet, quand le pilote tire sur le manche, la gouverne de profondeur se lève. Par suite, la partie inférieure de la gouverne de profondeur est plus bombée. Donc il y a une portance exercée vers le bas sur l'arrière de l'avion et par suite le nez se lève. Sur un aéronef multi-axe, la commande permettant d'agir sur l'axe de lacet est A. le palonnier, B. le manche en le déplaçant latéralement, C. le manche en le déplaçant d'avant en arrière, D. la commande moteur. La bonne réponse est la A. le palonnier. Au cours d'un vol, l'action du pilote sur le palonnier A. agit sur la gouverne de direction, B. agit sur la gouverne de profondeur, C. n'agit sur aucun élément car le palonnier n'est utilisable qu'au sol, D. agit sur la gouverne de gauchissement. La bonne réponse est la A. Agit sur la gouverne de direction. En effet, l'action du pilote sur le palonnier permet d'orienter le nez de l'avion dans un plan horizontal. Pour effectuer une rotation autour de l'axe de roulis, le pilote doit
A. Modifier la profondeur à l'aide du compensateur. B. Déplacer le manche en avant ou en arrière. C. Déplacer le manche à gauche ou à droite. D. Actionner le palonnier. La bonne réponse est la C. Le pilote doit déplacer le manche à gauche ou à droite. La manœuvre qui permet d'effectuer une rotation autour de l'axe de tangage est A. Le déplacement du manche en avant ou en arrière. B. Le déplacement latéral du manche. C. Le déplacement des palonniers à gauche ou à droite. D. Aucune réponse n'est exacte. La bonne réponse est la A. Le déplacement du manche en avant ou en arrière. Quand le pilote agit sur le manche ou le volant à gauche, A. La gouverne de direction se braque à gauche. B. L'aileron gauche se lève. C. La gouverne de profondeur se braque vers le haut. D. L'aileron gauche s'abaisse. La bonne réponse est la B. L'aileron gauche se lève. Il faut noter que simultanément, l'aileron droit se baisse. Un déplacement du manche vers la droite. A. Abaisse simultanément les ailerons. B. Lève l'aileron droit et baisse l'aileron gauche. C. Relève simultanément les ailerons. D. Baisse l'aileron droit et lève l'aileron gauche. La bonne réponse est la B. Un déplacement du manche vers la droite lève l'aileron droit et baisse l'aileron gauche. Dans un empennage en T, la gouverne de direction se situe en haut de l'empennage vertical. B. La gouverne de profondeur est actionnée par le palonnier. C. La gouverne de direction permet la rotation autour de l'axe de tangage. D. La gouverne de profondeur se situe en haut de l'empennage vertical. La bonne réponse est la D. Dans un empennage en T, la gouverne de profondeur se situe en haut de l'empennage vertical. Vous pouvez le visionner dans la petite vidéo. À l'extrémité du fuselage, on trouve l'empennage. Sur cet avion, il est en T. L'empennage possède deux parties mobiles. La première, celle-ci, qui est verticale, et qu'on appelle la gouverne de direction. Cette deuxième partie mobile est horizontale et s'appelle la gouverne de profondeur. Sur un ULM multi-axe, si l'aileron droit se lève, A. L'ULM pivote sur l'axe de roulis. B. L'ULM pivote sur l'axe de tangage. C. L'aileron gauche se lève également. D. La gouverne de profondeur s'abaisse. La bonne réponse est la A. Si l'aileron droit se lève, l'ULM pivote sur l'axe de roulis. La gouverne de profondeur est la partie A, mobile de la dérive, B, fixe de l'empennage horizontal, C, mobile de l'empennage horizontal, D, mobile d'un volet hypersustentateur. La bonne réponse est la C, la gouverne de profondeur est la partie mobile de l'empennage horizontal. La bonne réponse est la C, la gouverne de profondeur est la partie mobile de l'empennage horizontal. La gouverne de direction est une surface A, fixe et horizontale placée à l'arrière de l'avion. B, mobile et verticale placée à l'arrière de l'avion. C, mobile et située à l'extrémité de chaque demi-aile. D, fixe et verticale placée à l'arrière de l'avion. La bonne réponse est la B. La gouverne de direction est une surface mobile et verticale placée à l'arrière de l'avion. Les ULM pendulaires sont pilotés en tangage et en roulis par A. Le volant, B. Le manche, C. Le palonnier, D. La barre. La bonne réponse est la D. La barre. Dominique, pour terminer cette émission, je voulais te faire remarquer un dernier point. Nous avons vu que quand on augmentait la cambrure d'une aile, par exemple ici en abaissant le volet de l'aile gauche vers le bas, la portance de cette aile augmentait. Mais rappelle-toi, lorsque la portance augmente, la traînée induite va augmenter également. Ce qui veut dire qu'au moment où j'abaisserai cet aileron,
la traînée de cette aile augmentera par rapport à la traînée de l'autre aile, dont je te rappelle que l'aileron sera levé. C'est ce qu'on appelle l'existence d'effets secondaires. Nous les verrons un petit peu plus tard dans l'année.